Bonjour à tous, c'est Romane Goua, psychologue spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où l'on parle de santé mentale, de bien-être et de tous ces sujets qui façonnent notre quotidien, nos pensées et nos émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de relations. Pas forcément des relations idéales ou parfaites, mais plutôt des vraies relations, celles qui parfois peuvent nous heurter, qui peuvent nous décevoir, mais aussi qui de temps en temps nous font culpabiliser, voire douter. Pourquoi est-ce si compliqué parfois? Pourquoi on ne se comprend pas toujours? Pourquoi on a l'impression de toujours revivre les mêmes histoires, les mêmes schémas? Dans nos relations, on se retrouve souvent confronté à des réactions qui nous surprennent. Mais alors pourquoi réagissons-nous parfois de façon excessive, en colère, ou au contraire, pourquoi on peut se refermer complètement face à certaines personnes? Alors pour commencer, c'est important de comprendre que les relations humaines, sont un peu comme des miroirs qui reflètent nos propres blessures, nos propres vulnérabilités et nos propres insécurités. On a tous des mécanismes internes qui se mettent en place quand on est stressé, quand on se sent vulnérable, et ces mécanismes, ils vont influencer la façon dont on réagit avec les autres. Ces réponses, elles sont bien souvent automatiques et le plus souvent aussi involontaires. Par exemple, on peut être en face de quelqu'un qui, au fond, nous provoque un fort sentiment de rejet. Une personne qui vraiment ne nous plaît pas, on ressent vraiment du rejet pour elle, mais au lieu de verbaliser ce ressenti, certaines personnes vont plutôt se taire, s'éloigner, justement par peur du rejet. On va spécifier tout ça plus tard. Ça nous amène un petit peu à la première thématique qu'on va aborder dans ce podcast, qui est les mécanismes de défense et leur impact dans les relations. En psychologie, quand on parle de mécanismes de défense, on fait référence en fait à des stratégies inconscientes que l'on va utiliser pour se protéger émotionnellement d'une personne ou d'une situation. On les a tous à un moment donné dans nos relations, mais certains vont être plus dominants que d'autres. Alors, le mécanisme de défense, c'est une notion qui se retrouve surtout en psychanalyse. Quand on est formé en TCC et quand on parle de mécanisme de défense en TCC, on ne fait pas référence aux mécanismes issus de la psychanalyse. En fait, en TCC, on va parler de 3 types de modes d'adaptation, donc de mécanismes de défense, qui peut être l'évitement. C'est lorsque certaines personnes vont plutôt éviter de parler, par exemple, des choses qui les dérangent, ou vont plutôt éviter de s'exposer à des personnes, à des relations qui pourraient leur créer des émotions désagréables. D'autres vont être plutôt dans l'agression pour se défendre, donc c'est ce qu'on appelle le mode de contre-attaque, c'est-à-dire je me sens imparfait, mais je vais tout faire pour montrer aux autres que je suis parfait, finalement. Je contre-attaque. Et puis il y a ceux qui vont se soumettre, qui vont s'effacer pour maintenir donc l'harmonie dans la relation. C'est ce qu'on appelle le mode de soumission. Prenons un exemple concret, par exemple d'un patient que j'ai suivi. Ce patient avait une relation toxique avec l'un de ses parents. Et lorsqu'il ressentait de la frustration, de la colère, même des blessures, lorsqu'il se sentait profondément touché par ce qui se jouait avec ses parents, eh bien il rentrait plutôt dans une posture de soumission, c'est-à-dire qu'il ne disait rien, il se repliait totalement sur lui-même, parce qu'il avait l'habitude aussi d'être culpabilisé, d'être responsabilisé du conflit qu'il pouvait y avoir avec ses parents. Donc il avait appris en fait à se soumettre totalement à cette posture, à cette situation. Sauf qu'au fil du temps, cette attitude a nourri son ressentiment, a nourri aussi ses rancœurs et puis cette sensation de ne pas être aimé, d'être rejeté, dévalorisé, dénigré. Et en fait, à partir d'un certain âge, ce patient, lorsqu'il est venu
consulté rapportaient en fait un sentiment d'être piégé dans cette dynamique familiale et ça l'épuisait totalement. Il ne se sentait plus du tout en confiance ou à l'aise avec ses propres parents, mais ne parvenait pas non plus à mettre fin vraiment à cette relation familiale. Il se sentait emprisonné dans ces schémas, dans ces mécanismes de défense qui se jouaient et se rejouaient en permanence avec ses parents, même si cette personne avait un âge du coup plutôt avancé au moment où il a consulté au cabinet. Ça nous donne du coup une petite transition pour un autre concept qui est clé dans les relations, qui est très important de comprendre pour comprendre aussi comment ce concept peut influencer nos interactions. Ce sont justement les schémas. Les schémas cognitifs en TCC, en psychologie d'orientation TCCiste, ce sont des sortes de lunettes, de lentilles, à travers lesquelles nous allons voir le monde et surtout les autres. Au travers desquels vraiment on va interpréter tout ce qui se passe autour de nous, notre environnement, notre avenir, le monde, les autres, etc. Ce sont des sortes de vérités internes qui se construisent à partir de nos expériences passées, donc les expériences qu'on peut avoir dans l'enfance, dans l'adolescence, mais qui continuent de se façonner tout au long de notre vie. Ces schémas s'impriment profondément en nous, parfois à cause d'un manque, d'un besoin qui n'a pas été satisfait dans l'enfance, dans l'adolescence ou plus tardivement, d'un excès, d'un rejet ou d'une instabilité, voire même d'une pression qui a été mise constamment sur nous. Il y a des schémas qui vont nous faire voir les autres comme des ennemis ou des menaces. Il y a d'autres schémas qui vont nous faire nous sentir constamment rejetés, abandonnés, voire invisibles. Et dans le cadre de la thérapie cognitivo-comportementale, on travaille sur ces schémas justement pour aider à mieux comprendre comment ils influencent nos comportements et comment ils influencent aussi nos relations. Les schémas, comme on l'a vu, donc ce sont des lentilles à travers lesquelles on perçoit le monde, les autres, mais ils sont, comme je le disais, souvent issus de nos expériences passées et des interactions qu'on a pu avoir avec les autres dans notre enfance et dans notre adolescence. Donc ça peut être les interactions familiales, donc avec nos parents, avec notre fratrie. Ça peut être aussi les expériences qu'on va avoir à l'extérieur du foyer familial, par exemple à l'école, avec les camarades de classe qu'on va avoir, ou avec les enfants du village, ou avec les professeurs, etc. Et ils vont donc profondément influencer notre façon d'interagir avec les autres et d'interagir avec notre environnement plus tard à l'âge adulte. Ce qui complique encore plus la donne dans les relations, ce sont ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des erreurs de jugement qui nous amènent à percevoir la réalité de façon déformée, de façon parfois irrationnelle. Dans une relation, par exemple, on peut être victime du biais de confirmation, qui est assez fréquent. C'est par exemple l'idée qu'on ne prête attention qu'au comportement de l'autre, qui viennent confirmer nos croyances, souvent négatives, à son égard, tout en ignorant, en faisant vraiment abstraction, des preuves du contraire. Donc on va sélectionner tous les éléments qui viennent, par exemple, nous montrer que l'autre nous abandonne, que l'autre ne nous aime plus, que l'autre est, maltraitant, etc. Un patient en thérapie m'a expliqué, par exemple, pour illustrer un peu ce biais, les biais cognitifs et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les relations, un patient en thérapie m'a expliqué qu'il était convaincu que tous ses collègues le détestaient, qu'il n'était pas aimé dans l'équipe, etc. parce qu'il avait justement déjà eu une mauvaise expérience dans le passé avec un groupe de personnes, donc c'était plutôt au niveau du collège, de la scolarité, mais là il avait l'impression que pareil, ses collègues ne l'aimaient pas, qu'ils le détestaient tous, etc. Donc on a fait un travail de réévaluation des pensées, d'identification des biais cognitifs en regardant justement quelles étaient les preuves objectives de ce qu'il avançait, quelles étaient les preuves que ses collègues le détestaient, quels étaient les éléments qui lui permettaient de tirer cette conclusion, et à l'inverse, quels étaient les contre-arguments, c'est-à-dire quelles étaient les preuves que cette pensée n'était peut-être pas rationnelle et qu'effectivement ses collègues pouvaient potentiellement l'apprécier ou en tout cas ne le détestaient pas.
En réalité, quand on a fait ce travail, il n'y avait absolument pas d'éléments objectifs pour soutenir cette croyance que ses collègues le détestaient. Ce biais donc de confirmation, cette inférence arbitraire aussi, à tirer une conclusion que ses collègues le détestaient à partir de très peu d'éléments, l'empêchait en fait de s'ouvrir à ses collègues, de créer du lien avec eux et donc de créer de vraies relations adaptées, saines et tachées de bienveillance et d'ouverture. Donc pareil, les biais cognitifs peuvent impacter nos relations et peuvent avoir leur rôle à jouer aussi dans la manière dont on va se positionner par rapport aux autres et donc forcément la manière dont les autres à leur tour vont se positionner par rapport à nous. Et les biais cognitifs, évidemment, sont extrêmement travaillés en TCC puisque c'est une partie centrale du travail en thérapie cognitivo-comportementale. Un autre point qu'il faut prendre en considération dans les relations, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, mais aussi la gestion des émotions dans nos relations. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à comprendre, à identifier et à gérer nos propres émotions, mais aussi à reconnaître, comprendre celles des autres. Quand on parle de relations, eh bien, cette intelligence émotionnelle joue un rôle fondamental. L'intelligence émotionnelle, c'est la différence entre se laisser emporter par ses propres émotions, ou alors renier totalement les émotions des autres, ou alors choisir de les comprendre pour mieux réagir dans certains contextes, mais aussi apprendre à identifier les émotions des autres pour mieux s'adapter à l'autre dans certaines relations. L'intelligence émotionnelle, c'est primordial parce que certaines personnes vont avoir tendance à négliger les émotions des autres dans les relations et vont partir du principe que tout le monde fonctionne de la même manière, que tout le monde vit les mêmes choses dans un rapport à l'autre. Comprendre ou identifier, par exemple, qu'un ami, dans une situation, semble être angoissé, semble ne pas se sentir à l'aise, c'est pouvoir s'adapter à cette personne-là et lui dire, écoute, j'ai l'impression que t'es pas à l'aise, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise dans la situation, est-ce que tu as envie qu'on en parle, est-ce que tu veux qu'on discute tous les deux de ça? C'est pouvoir s'adapter à l'autre et offrir à nos amis, à notre famille, à nos proches ou aux relations autour de nous, un cadre bienveillant. L'intelligence émotionnelle, comme je le disais, c'est être en capacité d'identifier ses propres émotions et aussi les comprendre. Si vous vous sentez pas à l'aise avec une personne, c'est totalement et tout à fait adapté de lui verbaliser, de dire écoute, j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, mais je me sens pas toujours à l'aise avec toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque entre nous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous amène souvent au conflit, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu observes de ton côté? Comment toi tu te sens en ma présence? Ça permet finalement de déconstruire certaines animosités qui peuvent exister sans vraiment qu'il y ait de raison et de décortiquer tout ça comme si on avait une pelote de laine, vraiment de tirer le fil et de mieux comprendre pour mieux s'ajuster à ces personnes. L'intelligence émotionnelle, c'est être en capacité de verbaliser vos émotions, mais aussi peut-être d'identifier quand des émotions se jouent chez les autres autour de vous et que ces personnes-là n'arrivent pas forcément à les exprimer. On n'a pas tous le même degré d'intelligence émotionnelle, sachant que c'est une compétence quand même qui s'acquiert, on peut la travailler en thérapie, on peut la travailler en écoutant des podcasts, en lisant des choses là-dessus, mais malgré tout, même si c'est une compétence qui s'acquiert, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des personnes qui vont avoir une très très forte intelligence émotionnelle, d'autres qui vont être moins compétents dans cette intelligence émotionnelle. Donc parfois, quand on est à l'aise avec ça, lorsqu'on a travaillé cette intelligence émotionnelle ou qu'on est prédisposé à avoir des facilités à identifier les émotions des autres ou à identifier et comprendre ses propres émotions, ça peut être pertinent de se diriger vers les autres et de les aider à faire place à leurs émotions, à les légitimer, mais aussi à les prendre en considération. Comme je vous dis, parfois il y a des choses, des mécanismes de défense, des émotions qui arrivent dans une relation et qui bloquent cette relation. C'est-à-dire que les deux personnes pourraient très bien s'entendre, mais il y a beaucoup de choses qui s'activent entre elles, des choses qui activent des mécanismes par exemple de défense chez l'autre, qui viennent donc activer les mécanismes de défense chez l'une ou chez l'un. Et c'est vrai que ça peut créer du coup des relations qui
sont conflictuelles, qui sont sinon vraiment sous tension, si vous arrivez à identifier ça, déjà bravo. Et si vous arrivez à le verbaliser avec cette personne, bravo encore plus. C'est difficile d'arriver vers quelqu'un et de lui dire, écoute, j'ai l'impression que quelque chose se joue entre nous de pas forcément adapté, j'ai l'impression que ça bloque, j'aimerais qu'on en discute, j'aimerais qu'on voit comment l'une et l'autre on se sent, parce que j'ai à cœur que cette relation se passe bien. Ça, c'est vraiment, si vous arrivez à ce stade de la relation, je pense que c'est que vous avez une très bonne intelligence émotionnelle et une bonne gestion de vos propres mécanismes de défense, etc. C'est très bien. Après, encore une fois, j'insiste, dans les relations, c'est 2 personnes, voire plus, qui amènent chacun leur lot de bagages. Donc, si en face de vous, la personne ne prend pas votre demande, ou en tout cas n'accepte pas votre demande, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Vous, en tout cas, vous aurez fait votre maximum pour que la relation puisse être plus saine, plus adaptée selon vos besoins. De la même manière, dans les relations, certaines personnes vont attendre que les autres devinent leurs besoins. Ça aussi, c'est un point qui est important à comprendre dans l'intelligence émotionnelle, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on a tous nos bagages, on a tous nos manières de faire, nos manières de penser, on a nos biais cognitifs, on a nos schémas cognitifs, on a nos mécanismes de défense, mais on a aussi toute notre histoire personnelle, l'éducation qu'on a reçue, le cadre, l'environnement dans lequel on a évolué tout au long de notre vie, qui font, tous ces bagages font que on ne va pas toujours se comporter de la même manière. Certaines personnes vont plutôt avoir tendance à demander explicitement de l'aide lorsqu'elles en ont besoin, tandis que d'autres vont plutôt être dans des demandes implicites. C'est « oui, mais c'est logique que là j'ai besoin d'aide. Donc les personnes doivent me donner de l'aide sans que j'aie à leur demander. Si je leur demande, pour moi, leur aide, elle est pas sincère. » Et en fait, ça aussi, c'est des choses que je retrouve beaucoup dans mes patients en thérapie ou en thérapie individuelle ou en thérapie de groupe, dans le groupe d'affirmation de soi, par exemple, c'est oui, mais bon, c'est logique que quand je déménage, j'ai besoin d'aide. Les gens, s'ils ont envie de m'aider, ils me proposent. En fait, oui et non. Parce que certaines personnes vont fonctionner comme ça, effectivement. Certaines personnes vont anticiper les besoins des autres parce que peut-être ils ont une très bonne intelligence émotionnelle, parce qu'ils ont aussi un schéma peut-être d'assujettissement, ou alors ils vont avoir des valeurs vraiment très altruistes et vont aller aider les gens sans qu'on leur demande. Mais d'autres, à l'inverse, vont se présenter volontiers quand vous leur demandez lorsque vous leur demanderez de l'aide, mais par contre ne vont pas venir de manière intrusive vous donner leur aide si vous ne leur avez pas demandé. Il faut comprendre, c'est que ce qui est évident pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce que l'un considère comme du respect peut être vécu par l'autre comme de la froideur. Ce que l'un va voir comme de la spontanéité, l'autre va le ressentir peut-être comme de l'intrusion. Et à partir de là, les quiproquos, les tensions, les non-dits commencent à s'accumuler. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être en capacité de verbaliser, de communiquer sur vos besoins, sur vos émotions, sur vos attentes, sur vos valeurs, pour éviter justement que les quiproquos s'entassent, s'accumulent et que ça amène finalement à terme du conflit. Comme je le disais, certaines personnes supposent que l'autre fonctionne comme elle, sauf que lorsque ce n'est pas le cas, ça fait des étincelles. Je vous le disais à l'instant, mais certaines personnes vont attendre, surtout ça c'est dans les relations amicales ou amoureuses, mais ça peut aussi s'étendre à des relations plus professionnelles ou plus distantes. Certaines personnes vont attendre que l'autre devine ce dont elles ont besoin. D'autres, au contraire, vont être très à l'aise pour demander directement de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. Et ces 2 styles-là, en fait, peuvent se sentir mutuellement incompris l'un par l'autre, parce que l'un estime que l'autre aurait dû lui venir en aide, alors que l'autre va se dire « oui, mais si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû me le demander. Moi, si j'ai besoin d'aide, je te le demande pas. » Je te le demande, je demande pas à ce que tu le devines, je te le demande directement. Donc c'est important de bien comprendre qu'on ne fonctionne vraiment pas tous pareil, que la relation, c'est la rencontre de 2 mondes ou plus intérieurs qui sont foncièrement différents, avec, dans chaque monde, nos propres valeurs, notre propre histoire, notre propre manière d'aimer, nos blessures, nos émotions, nos mécanismes de défense. Et c'est important d'intégrer ça, justement,
pour pouvoir s'adapter à l'autre sans créer des rancœurs, des quiproquos et donc que tout cela nous amène au conflit. En ce moment, au cabinet, j'ai beaucoup de patients qui verbalisent un sentiment d'individualisme, l'impression de vivre dans un monde qui valorise beaucoup le chacun pour soi, l'individualisme, le j'ai pas le temps, demande à quelqu'un d'autre. Ces patients qui m'en parlent en souffrent de cet individualisme et c'est un peu comme si chacun semblait être à la recherche de son propre épanouissement, parfois au détriment des relations, parfois au détriment des autres. C'est un peu une thématique qu'on a déjà abordée dans les podcasts précédents sur justement la génération des milléniaux, etc. Avec une ère où on a la tyrannie des possibles, une quête du bonheur imposé, etc. Tout ça qui nous amène à vivre à 300% et peut-être à perdre un petit peu de notre temps pour investir des relations de qualité. Et effectivement, cet individualisme, ces valeurs qui peuvent évoluer, peuvent créer parfois dans les relations des conflits de valeurs, des conflits d'idéaux, et ça peut créer aussi des tensions. Donc une chose qui peut être importante, c'est de verbaliser ce que vous observez dans vos relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, d'exprimer que cette relation peut-être s'oppose un petit peu à vos valeurs dans certains cas, et pouvoir communiquer sur vos bagages, c'est ouvrir la voie aux autres, c'est leur permettre à leur tour de verbaliser sur leur propre bagage aussi, et donc de mieux comprendre ce qui se joue dans certaines relations, et de mieux comprendre aussi comment vous devez vous adapter avec les personnes. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes bagages, et ça c'est ok. Une bonne relation, c'est pas une relation où tout le monde fonctionne de la même manière, c'est une relation où la communication est permise et où la compréhension est de mise. C'est-à-dire, je ne fonctionne pas comme toi, est-ce que ça te convient de m'accepter comme je suis ou pas? Et de pouvoir communiquer là-dessus, c'est s'épargner vraiment beaucoup de tensions, de quiproquos, d'incompréhension et donc de conflits. Alors voilà, les relations humaines, c'est un peu comme une danse entre nous et les autres. Parfois on avance à deux, parfois on se prend des pas de danse un peu trop forts. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à se réparer dans le lien ou parfois à se retirer pour se retrouver. Je le disais à l'instant, la communication, c'est extrêmement important dans les relations humaines, dans les relations sociales. Mais lorsque la communication est bloquée, lorsque vous voyez que l'autre personne en face n'est pas réceptive à ce que vous souhaitez communiquer, à ce que vous souhaitez apporter dans la relation, vous avez le droit de vous retirer pour vous protéger. On n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, même si dans un monde idéal, peut-être qu'on le pourrait. En tout cas, voilà, c'est ok des fois de se retirer de certaines relations lorsque vous avez fait ce qui vous semblait juste et qu'en face, ça n'a pas été pris avec bienveillance ou ça n'a pas été accepté ou entendu de la même manière. Alors protégez-vous aussi de ces relations. Ne vous enfermez pas dans des relations qui vous nuisent ou qui génèrent chez vous des émotions trop désagréables. C'est essentiel de savoir justement quand vos relations vous apportent réellement du bien-être et quand elles deviennent trop toxiques pour votre santé mentale, apprenez, travaillez à poser des limites saines, à comprendre vos propres besoins, à écouter aussi ceux des autres. Tout ça, c'est vraiment un chemin vers des relations qui sont plus équilibrées. Mais si vous voyez que vous travaillez à améliorer une relation, mais qu'en face de vous, la personne rejette tout ce que vous faites, place vraiment un mur entre vous et cette personne, alors acceptez finalement de vous retirer. Vous avez fait ce que vous deviez, vous avez fait du mieux que vous pouvez, vous êtes intègre, vous êtes en accord avec vos valeurs. Après, le choix de l'autre lui appartient et vous n'êtes pas responsable de ça. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces points, que ce soit les schémas, des relations un peu qui se répètent, pourquoi on rejoue des fois les mêmes histoires aussi, pourquoi on a l'impression de vivre des situations problématiques ou toxiques toujours de la même manière, ou bien si vous avez du mal à verbaliser vos émotions, sachez que tout ça, ça se travaille, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui se travaille. Ce n'est pas une question de volonté ou de force mentale, c'est une question de prise de conscience, mais aussi de patience, de motivation et parfois d'un petit coup de main thérapeutique aussi auprès d'un psychologue.
Par exemple, en TCC, on peut travailler à identifier vos propres schémas, à identifier les croyances qui reviennent souvent dans vos relations. Soit par exemple, je dérange, soit je dois tout contrôler, soit je vais me faire abandonner, soit je mérite pas mieux, etc. Donc on peut identifier ces schémas et travailler justement en thérapie des schémas dessus, donc pour les désactiver le plus possible, pour qu'ils soient le moins possible activés dans vos relations. Et donc retrouver des relations plus saines et adopter des croyances qui sont plus adaptées aussi à vous. On peut aussi repérer vos stratégies d'adaptation, donc les modes d'adaptation à ces schémas. Est-ce que vous avez tendance à éviter? Est-ce que vous avez tendance à fuir? Est-ce que vous avez tendance à vous soumettre à ces schémas? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez tendance à les contre-attaquer en essayant de prendre le pouvoir dessus? Et pareil, on peut les travailler en thérapie. On peut travailler, comme je vous le disais, en thérapie cognitive sur vos pensées, sur vos croyances, sur les biais cognitifs. Aussi en thérapie émotionnelle sur vos émotions, comment mieux gérer vos émotions, comment mieux les comprendre, mieux les identifier. Et puis on peut aussi commencer à expérimenter d'autres manières d'être en lien, par exemple en travaillant en affirmation de soi, à exprimer des refus, à apprendre à dire non. Parce que dire non à quelqu'un ou à quelque chose, c'est se dire oui à soi-même. Donc apprendre à s'affirmer davantage, apprendre à demander de l'aide quand on en a besoin, apprendre à exprimer justement ses propres besoins, ses propres valeurs, ses propres opinions, et apprendre aussi à ne pas fuir systématiquement les tensions, mais plutôt à les nommer calmement et apprendre à les tolérer et à pouvoir vivre avec et faire avec ces émotions-là. Ces petits pas, ce sont déjà des petits actes de réparation. Et plus on travaille sur ces choses-là, plus on attire à soi aussi des relations plus saines, plus vraies, plus authentiques, qui viennent satisfaire vos propres besoins, vos propres valeurs, et qui viennent vous nourrir et non pas justement vous détruire. Donc pour conclure, nos relations aux autres, ce sont souvent un miroir de notre relation à nous-mêmes. Quand on se comprend mieux, on comprend aussi mieux les autres et surtout on se donne la chance de créer des liens plus doux, plus justes, plus libres aussi, libres de nos schémas, libres de nos propres vulnérabilités. Donc si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait aider ou à venir m'en parler aussi par message. Donnez-moi vos retours, ça me fait toujours beaucoup de bien et ça me motive aussi beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, bien évidemment, je vous invite à venir me poser des questions, à me mettre en commentaire certains points que vous souhaitez que j'élabore plus dans un prochain podcast. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt.